Bienvenue. Imaginez un homme qui a perfectionné l'art du mensonge et de la tromperie au point de vendre la Tour Eiffel à Paris non pas une fois, mais 2 fois. Préparez votre café et suivez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir toute l'histoire de cet homme trompeur. Rejoignez-nous dans cette aventure captivante, pour connaître l'histoire complète de cet individu étonnant qui a vécu une vie pleine de manipulation et de mystères. Suivez-nous jusqu'à la fin pour explorer son récit passionnant. Le 31 mars 1889, la Tour Eiffel s'élève majestueusement sur le Champ de Mars. La journée est ponctuée de tambours, de flonflons et de discours officiels, tous accompagnés du cri répété de « Vive la République ». À cette époque, nul ne peut anticiper que ce monument continuera à dominer l'horizon de Paris un siècle et demi plus tard. Des écrivains tels que Guy de Maupassant, Léon Bloy ou Alexandre Dumas fils expriment leur indignation face à cette odieuse colonne de tôle, cette noire et gigantesque cheminée d'usine, qualifiant la structure de lampadaire véritablement tragique ou de squelette disgracieux. Malgré ces critiques acerbes, l'avalanche de protestations ne parvient pas à détrôner la tour. Au contraire, le succès de l'exposition universelle de 1889 consolide définitivement ses 4 pieds sur le Champ de Mars. Quelques semaines plus tard, dans une localité reculée de l'Autriche-Hongrie, voit le jour un individu nommé Victor Lustig. Bien qu'il soit cultivé et poli, maîtrisant dès son adolescence 6 langues, son parcours ne se distingue pas par des fréquentations honorables. À l'âge de 16 ans, il s'engage dans des activités douteuses du côté de Dresde, en Allemagne, où il grandit sans pour autant assagir ses penchants, paris hippiques, tables de poker, jeux d'argent et duels musclés le propulsent rapidement dans les dossiers de la police. Réalisant que son avenir ne sera pas marqué par des succès académiques, Victor Lustig opte pour une vie de fugitif, se livrant à des escroqueries et des larcins. Cependant, il conserve un certain prestige, fréquentant les fumoirs des paquebots transatlantiques et les lobbies élégants des palaces new-yorkais. Le comte Victor Lustig côtoie l'élite industrielle, les vedettes du show-business et les nouveaux millionnaires. Pourquoi ? Parce que derrière son sourire malicieux et son comportement raffiné, l'escroc échafaude d'innombrables stratagèmes pour extorquer de l'argent à ses pigeons. La police découvrira ultérieurement que celui qui se présente sous le titre de « comte » n'est ni de noble naissance, ni originaire de Paris ou de New York, comme il le prétend. Son passé est façonné et incertain, tout autant que son avenir. En réalité, il ne répond même pas au nom de Victor Lustig, mais plutôt à celui de Robert Miller, un nom qui sonne étrangement comme un alias. Au cours de sa vie, il utilisera une 50aine de noms différents, changeant d'identité aussi aisément que l'on change de chemise. Installé aux États-Unis dans les années 1920, Victor Lustig perfectionne l'une de ses arnaques favorites. Elle débute par l'identification, dans un salon huppé, d'un individu fortuné. Une fois la proie captivée, l'escroc l'invite à prendre un verre dans sa chambre d'hôtel, puis lui révèle le secret de sa fortune, un coffre en acajou finement sculpté qu'il prétend être une machine à dupliquer les billets de banque. Sous le regard émerveillé de son interlocuteur, Victor Lustig glisse un billet de $100 dans la prétendue machine à dupliquer et offre un verre à son invité, prétendant que le processus prend 6 heures pour produire une copie parfaite. À la fin du délai imparti, miracle, un billet plus vrai que nature apparaît de l'autre côté. Bien sûr, il ne s'agit que d'une illusion. Cependant, face à l'insistance de son interlocuteur, Victor Lustig accepte de lui vendre la machine à un prix astronomique. Plus tard, le nouveau propriétaire découvrira que l'appareil est simplement programmé pour éjecter périodiquement des billets préalablement dissimulés à l'intérieur. L'escroc en a laissé 2 au moment de la vente, lui donnant ainsi une demi-journée pour s'échapper avant que la supercherie ne soit révélée. Cette combine, associée à d'autres stratagèmes de manipulation,
de fraude et d'illusion, Victor Lustig parvient même à escroquer Al Capone, le prince du crime de Chicago, avant d'être ramené un mois plus tard dans son bureau, contribue à enrichir le jeune criminel. Cependant, l'appât du gain semble insatiable pour l'escroc. Toujours à la recherche d'un nouveau coup, Victor Lustig se trouve à Paris en 1925 lorsqu'il tombe sur une information captivante dans la presse. On y apprend que la Tour Eiffel, bientôt quadragénaire, pose des problèmes de maintenance à la municipalité. Sa démolition a même été envisagée au début du siècle. C'est alors qu'une idée géniale germe dans l'esprit de Victor Lustig. Se faisant passer pour un haut fonctionnaire du ministère des Postes et des Télégraphes, avec des cartes de visite falsifiées à l'appui, il convoque les 5 plus importants ferrailleurs de la capitale dans une chambre du luxueux hôtel de Crillon. Après les salutations d'usage, il dévoie aux 5 hommes d'affaires le projet de la municipalité, démanteler la tour Eiffel en pièces détachées, et l'un des ferrailleurs, précise-t-il confidentiellement, se verra confier ce lucratif contrat. Cependant, il insiste sur le caractère secret du projet jusqu'à la conclusion du contrat, sous peine de déclencher une tempête médiatique nationale. Alors que 4 des 5 personnes contactées se retirent rapidement du projet, peut-être ayant flairé l'arnaque, un ferrailleur, André Poisson, décide d'accepter la proposition de Lustig. C'est un homme réservé et plutôt effacé, aspirant à se faire un nom dans l'élite parisienne. Dès le lendemain de l'entrevue, il se présente avec la somme promise, et Victor Lustig encaisse 70 000 francs. Prétendant s'occuper des formalités officielles, l'escroc quitte immédiatement la ville pour se rendre en Autriche. Néanmoins, il n'a pas à craindre d'être dénoncé. Mort de honte après avoir pris conscience de son erreur, André Poisson ne se rend même pas à la police. Malgré le retentissement de son escroquerie, qui finit par être divulguée dans les journaux, l'arnaqueur persiste dans ses manœuvres. Après une deuxième tentative de vente de la Tour Eiffel, il doit quitter Paris définitivement, poursuivi de près par la police. Au fil des semaines, le mystère entourant Victor Lustig, criminel aux 1000 visages, commence à se dissiper. En 1929, les forces de l'ordre françaises parviennent enfin à appréhender l'escroc. La perquisition de sa chambre d'hôtel révèle une quantité considérable de faux chèques, fausses lettres de crédit, fausses cartes d'identité, faux passeports et des lettres apocryphes de grandes banques américaines accréditant leurs détenteurs en France, selon le journal du 6 juillet 1929. 5 ans plus tard, à la suite d'une autre escroquerie impliquant de fausses coupures, Victor Lustig est incarcéré. La sentence est sévère, 15 ans de réclusion à Alcatraz, l'une des prisons les plus sécurisées au monde, située dans la baie de San Francisco. Affaibli par une pneumonie, il décède en 1947 dans une cellule médicalisée au Missouri. Selon la rumeur, une carte postale représentant la Tour Eiffel, annotée de la mention « Vendu », aurait été retrouvée dissimulée dans sa cellule.